Voilà, je voudrais dire quelques mots pour accueillir mon collègue Raphaël Rosenberg. D'abord, pour le remercier d'avoir accepté l'invitation de mes collègues et de moi-même du Collège de France. Et ensuite, de nous faire part de ses travaux les plus récents. Alors, Raphaël Rosenberg est né à Milan, où il a fait des études dans un lycée français. Ce qui fait que mon collègue a cette extraordinaire capacité que j'envie énormément de parler à la fois le français, l'italien, l'allemand et l'anglais. Peut-être que j'oublie des langues, que non. Voilà. Alors, Raphaël Rosenberg a fait en 1996 une thèse à l'université de Bâle sur le thème suivant, description et copie dessinée des sculptures de Michel-Ange, une histoire de la perception des œuvres. Cette thèse est parue en l'an 2000. Donc, vous voyez que déjà, dans le contenu de cette thèse, il y avait des aspects de recherche que Raphaël Rosenberg a menés ultérieurement et qui ont en effet abouti à ce qu'il va nous dire aujourd'hui. En 2003, c'est son habilitation qui concerne les œuvres de Turner, de Hugo, de Victor Hugo, et de Moreau, sur la question de la découverte de l'abstraction, qui a fait d'ailleurs l'objet d'une magnifique exposition à Francfort. Ce travail est donc paru en 2007, sous la forme de catalogue de l'exposition. Et puis, en 2004, Raphaël Rosenberg a été maître de conférences associé au Collège de France. Malheureusement, nous avons dû abréger le séjour de Raphaël Rosenberg dans cette année-là, parce que c'est cette année même qu'il a été nommé professeur dans la très prestigieuse université de Heidelberg. Et donc, il nous a quittés, mais moi j'ai trouvé que c'était un départ tout à fait positif, puisque c'était pour rejoindre ses fonctions de professeur à Heidelberg. En septembre, donc il a eu cette chaire de Heidelberg en 2004, une chaire d'histoire de l'art moderne et contemporain. Et depuis septembre 2009, Raphaël Rosenberg est professeur d'histoire de l'art moderne à l'Institut d'histoire de l'art de Vienne, prestigieux institut, comme vous le savez sans doute, depuis les alentours de 1900, où de très éminents historiens ont constitué ce qu'on appelle l'école de Vienne d'histoire de l'art. Pas l'école de Vienne des musiciens, mais l'école de Vienne d'histoire de l'art. Depuis Heidelberg, Raphaël Rosenberg a mené des travaux expérimentaux sur la perception de l'image. Et ces travaux, il les poursuit actuellement à l'Université de Vienne, et il nous en parlera. Je crois surtout que ce sera le thème de sa dernière conférence, mais il en a profité pour faire une véritable enquête historique sur l'histoire de la perception. Comment regardons-nous, comment nos ancêtres ont-ils regardé les images? Je me réjouis donc beaucoup de l'accueillir et je lui cède immédiatement la parole. Cher Roland, je vous remercie énormément pour l'invitation d'une part, pour cette présentation de l'autre. Effectivement, je n'ai jamais regretté autant de partir d'un endroit, de quitter un poste que j'avais eu, que quand j'ai dû partir en décembre 2004, après quelques mois de ce poste vraiment exceptionnel que j'avais eu au Collège de France. Et donc, c'est une joie très particulière de pouvoir revenir maintenant pour y donner un cours. Je suis très honoré de pouvoir donner ce cours et j'ai une grande joie aussi pour le fait que c'est la première fois que j'ai l'occasion de donner un cours en français. Comme vous l'avez dit, j'ai donc un certain passé français. Ma mère est française, j'ai été dans un lycée français, j'ai fait un bac français, mais j'ai fait toutes mes études universitaires et la plupart de ma carrière professionnelle dans un monde de langue allemande. Et l'allemand est une langue que j'ai vraiment appris au lycée. J'avais un accent français assez fort au départ, maintenant ça s'est calmé.
Et par contre, je trouve très intéressant de revenir sur le français. Alors vous allez voir, au début, mon français est très rouillé et j'espère qu'au cours de 4 semaines, ça va s'améliorer. J'ai choisi pour le cours, j'avais la grande liberté de faire ce que je voulais, un sujet qui fait une sorte de pont entre les travaux que vous avez déjà mentionnés, donc ma thèse de 3e cycle, ma thèse d'habilitation, et les travaux expérimentaux que je conduis en ce moment. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse, d'essayer de montrer qu'il y a une continuité très forte, à mon avis, dans ces points de vue qui, vus un par un, sembleraient être assez différents. Le sujet du cours est donc l'œil du spectateur et son histoire. Nous verrons que l'œil joue un rôle important, souvent même central, dans la réflexion sur les arts plastiques, et ce, depuis plusieurs siècles. Nous verrons aussi que le concept d'une histoire de l'œil, ou expression moins métaphorique, une histoire de la perception, est courante dans l'histoire de l'art, et ce, dès le XIXe siècle. Je vais alors discuter si et comment une histoire de la perception de l'œuvre d'art peut être décelée. Alors, tout d'abord, le plan de ces 4 conférences, un plan qui risque de légèrement avoir des changements au cours de route, puisque je suis vraiment en train de le développer pendant que je suis à Paris, mais de cette façon approximative, je pense que je vais rester sur cela. Une introduction d'abord dans laquelle je vais vous présenter l'état de la recherche, et surtout approfondir 2 auteurs qui me semblent très intéressants de ce point de vue-là, Michael Baxendale et Jonathan Crary. Et ensuite, exprimer une thèse selon laquelle il y aura bien des modifications dans la perception de l'œuvre au cours des siècles, mais ces modifications ont souvent le caractère d'un déplacement d'accent. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Je vais vous le présenter encore aujourd'hui. Ensuite, ce sont des sujets que je ne vais aborder que la prochaine ou même les 2 dernières heures. L'œil et son mouvement dans l'histoire du discours sur l'art. L'œil et son mouvement sont quelque chose qui est sujet du discours de l'art dès même le VIe siècle, donc nous allons très en arrière. Et ce sera la dernière conférence, un compte-rendu des travaux que je fais vraiment actuellement sur l'étude empirique du mouvement de l'œil. Je commence donc par l'historien de l'art anglais Michael Baxendale, qui a présenté la position la plus élaborée, et je pense même de majeure envergure, sur le problème d'une histoire de la perception dans l'histoire de l'art, propos qu'il a tenu à partir des années 1970, mais qui me semble encore très intéressant aujourd'hui. En 1972, il publie un livre sur la Renaissance italienne, dont le titre français est « L'œil du Quattrocento », donc l'œil du XVe siècle. La dénomination originale de ce livre était, vous voyez la première page anglaise sur la droite, était « Painting and Experience in 15th Century Italy », c'est-à-dire peinture et expérience. Pour Baxendale, le mot de l'expérience inclut tous les éléments socioculturels qui déterminent la création et la perception d'une œuvre d'art. Il étudie la spécificité de ces éléments socioculturels dans un certain lieu, à une certaine époque, et essaye par ce biais de mieux comprendre l'art de ce lieu ou de cette époque.
Il essaye donc de comprendre la façon de voir des artistes et surtout celle de leurs commettants. Et il pense que la façon de voir a effectivement changé selon les changements socioculturels qui ont eu lieu d'un lieu à l'autre, d'une époque à l'autre. Alors, ce terme d'expérience est un peu flou. Et je crois que c'est la raison pour laquelle la traduction française n'a pas repris le titre anglais Painting and Experience, peinture et expérience, mais a créé ce titre L'œil du Quattrocento, titre qui se reporte à un terme clé du livre de Baxendale, un terme clé qui est le surtitre de la deuxième partie du livre. Vous voyez la table des contenus du livre anglais, et la deuxième partie s'appelle The Period Eye. Alors, qu'est-ce que le Period Eye? On pourrait traduire cela en français par l'œil de l'époque. Donc, l'œil de l'époque, terme de Baxendale, devient, dans la traduction française, l'œil du Quattrocento, comme titre du livre entier. Baxendale explique dans son livre que ce sont les mêmes rayons de lumière qui arrivent à l'œil de différentes personnes. Vous tous recevez plus ou moins les mêmes rayons de lumière, plus ou moins parce que vous êtes assis à des endroits différents, mais c'est une différence moindre. Les mêmes rayons de lumière, mais la façon de voir, de percevoir, d'organiser ces rayons en forme, en couleur, en unité signifiante, dépend de vos habitudes, de nos modèles cognitifs, de nos catégories intellectuelles. Donc, si les rayons de lumière sont objectifs, la perception est forcément subjective. Elle est donc individuelle, et nous savons bien que nous ne voyons pas au même endroit, au même moment, la même chose, expérience que l'on peut souvent faire quand vous êtes avec quelqu'un d'autre et vous parlez au musée, devant un paysage, de ce que vous voyez. Mais ce qui intéresse Baxendale n'est pas la différence individuelle, ce sont les spécificités collectives lorsque celles-ci dépendent des expériences d'une certaine société. Baxendale emploie alors un terme favori des historiens de l'art, celui du style. Vous connaissez bien ce terme de style. Il y a le style de la Renaissance, le style du baroque, le style de la Renaissance française, de la Renaissance italienne, de la Renaissance florentine, de la Renaissance romaine, le style de Michel-Ange par rapport au style de Raphaël. Pour Baxendale, il s'agit là pas du style des artistes, pas du style des œuvres d'art, mais du style cognitif. Il parle d'un cognitive style. C'est le troisième chapitre à l'intérieur de cette deuxième partie, The Cognitive Style. Ainsi que des attitudes visuelles, deux termes qui sont très proches l'un de l'autre. Donc le style cognitif et l'attitude visuelle. Il ne s'agit pas pour lui de déterminer des éléments donc communs à la forme de différentes œuvres, mais la somme des expériences socioculturelles communes à une certaine société, à un certain lieu, à une certaine époque. Baxendale reprend ce même concept du period eye dans une deuxième œuvre majeure, son livre sur les sculptures de bois de tilleul à la Renaissance allemande, donc The Limewood Sculptors of Renaissance Germany, publié en 1980 et malheureusement pas traduit en français pour des raisons évidentes, puisque le public français s'intéresse moins à la Renaissance allemande, par contre évidemment traduit en allemand. Et dans ce livre, il y a de nouveau tout un chapitre sur le period eye, qui dans ce cas-là n'est plus une partie sur 3, mais un chapitre sur 7. Je ne veux m'attarder à un compte-rendu détaillé
ces livres que je vous recommande très chaleureusement, mais je voudrais quand même, pour que le concept de Baxendale devienne un peu plus compréhensif, vous montrer un exemple contrastif de ces idées. Donc, je rentre dans une partie spécifique du livre, d'abord sur la Renaissance italienne, là où Baxendale souligne l'importance fondamentale de l'enseignement de la géométrie aux enfants des marchands italiens du XVe siècle. C'est quelque chose qui était très innovatif à l'époque pour un historien de l'art, de regarder comment fonctionnait le cursus des écoles, des gens qui étaient commandataires des œuvres que nous connaissons dans les musées. Et il s'est aperçu que la géométrie appliquée était une matière de pointe dans l'enseignement des écoles florentines, et il montre, pour visualiser ses propos, 2 pages d'un manuel d'école écrit par Filippo Calandri et publié en 1491. Alors pourquoi la géométrie et la géométrie appliquée étaient si importantes à Florence à cette époque? La raison est assez évidente. Ce sont des gens qui gagnaient leur vie surtout en tant que marchands. Marchands à une époque où les emballages n'étaient pas standardisés, et ces marchands devaient être en mesure de savoir, quand ils achetaient de l'huile, du vin, des tissus, quel serait le prix adapté selon la quantité de produits, et donc devaient pouvoir estimer le volume des emballages qu'ils voyaient devant eux. Cela porte, selon Baxendale, à un œil très raffiné pour des problèmes mathématiques, œil qui se plaît de certains tableaux plus que d'autres, des tableaux construits eux-mêmes selon des règles géométriques. Alors, par exemple, et c'est l'exemple qui est donné sur cette double page de son livre, dans la quasi-totalité des manuels mathématiques de l'époque, il est demandé de calculer la surface de tissu nécessaire pour bâtir une tente, et pour cela, les tentes étaient rondes ou coniques, il fallait se baser sur la calculation de la surface d'un cylindre ou d'un cône. Et donc Baxendale en conclut que si un spectateur florentin ou toscan de l'époque voyait la Madonna del Parto de Piero della Francesca, il aurait tout de suite commencé à avoir un souvenir à ses expériences de géométrie et à se dire « Ah, c'est un très beau tissu et la quantité de tissu correspond plus ou moins à ça ». Donc un intérêt particulier à des formes géométriques représentées dans ces tableaux. Je cite Baxendale, « Si un peintre comme Piero della Francesca représente une tente dans ses peintures, c'est un défi à son public habitué à prendre les mesures. Il en résulte une attention particulière sur la tente. » Je vous montre maintenant, par contraste, 2 pages du livre de Baxendale sur les sculpteurs allemands. Ici, l'auteur souligne le déficit de connaissances en géométrie appliquée qui était très général en Allemagne au XVe siècle. Le niveau en géométrie était nettement inférieur à l'Italie au point de vue académique, mais il l'était encore plus au point de vue scolaire. Dans les cursus des écoles, la mathématique et la géométrie n'étaient pas des matières importantes. Donc en Allemagne, pas d'importance pour les maths, contrairement à l'Italie au XVe siècle. Alors, comment faisaient les Italiens pour calculer le volume d'un baril? Et Baxendale reprend l'image de ce manuel de Filippo Calandri de 1491. Comment faisaient les Allemands qui n'apprenaient pas les formules, qui ne connaissaient même pas ces formules? Ils devaient
se servir de règles de calcul, donc d'instruments, avec lesquels il mesurait autant le baril que, en reportant sur l'instrument, donc la hauteur, la largeur, et il en résultait un certain volume. Donc la pratique était donnée. Le problème était que le marchand allemand avait besoin d'une deuxième personne spécialisée pour se servir de ces règles de calcul, donc instruments, non pas règles abstraites, mais règles dans le sens d'instruments, et n'avait pas lui-même l'œil mathématique de la même façon que l'avaient les Italiens, ou du moins les Italiens toscans du XVe siècle. Bien plus important dans l'enseignement scolaire et dans la culture générale allemande de l'époque était la calligraphie. Nombre de modes calligraphiques différents devaient être maîtrisés par des gens qui se voulaient cultiver en Allemagne du Sud surtout au XVe siècle. Alors vous voyez ici une page d'un traité de calligraphie qui explique de 14 à 33 plusieurs modes différents de calligraphie. Et les élèves de l'époque en Allemagne du Sud devaient apprendre ces différents modes de calligraphie. Et dans cette calligraphie, la fioriture, donc ces lignes ornementales, avait une grande importance, donc la beauté de la page était d'importance fondamentale. Et ces fioritures existaient autant dans la calligraphie que, c'est le même terme de fioriture, dans le chant. C'était donc un chant qui était assez linéaire et qui, par endroits, avait ces modulations que l'on appelait à l'époque et qu'on appelle, je crois encore aujourd'hui, des fioritures. Je résume donc les thèses de Baxendale. Il y a une différence entre l'art italien et l'art allemand de la même époque du XVe siècle. Différence des yeux, différence des cultures visuelles. Les Italiens apprécient des formes qui posent des problèmes géométriques complexes, par exemple la perspective. Et là, je vous remontre un exemple de Piero da Francesca où les problèmes de perspective sont poussés à un très grand extrême. Les Allemands, par contre, apprécient la beauté de la calligraphie et donc, dans la sculpture, de la ligne aux ondulations multiples. Et c'est cela qui, selon Baxendale, est à l'origine de la culture du pli qui est essentielle dans la sculpture gothique ou Renaissance, on peut l'appeler comme ci ou comme ça, donc du XVe et début du XVIe siècle en Allemagne. J'espère que ce très bref compte-rendu soit suffisant pour vous transmettre une certaine fascination que je vois dans les recherches de Baxendale et dans ses idées. Alors, ces deux livres de 1972 et 1980 sont très connus, ont été largement lus et très favorablement perçus. Pourtant, il n'y a pas vraiment de suite méthodologique sur la ligne que Baxendale crée avec son idée du period eye. Ni Baxendale lui-même, dans ses œuvres plus tardives, a vraiment essayé de développer au-delà de ces deux livres ce concept, ni d'ailleurs ses élèves ou d'autres historiens de l'art ont vraiment porté des apports essentiels à ce concept. C'est un concept qui existe, dont nous nous servons parfois en tant qu'historiens de l'art, mais ce n'est pas un des concepts majeurs pour l'histoire de l'art actuelle. Alors, pourquoi est-ce que ce concept n'a pas été suivi ? Je pense qu'il y a une certaine difficulté dans la reconstruction de l'œil historique. Le concept semble être intéressant, mais il est bien plus difficile d'aller au-delà de l'explication d'un concept général et d'essayer vraiment de définir les minutes différences de l'œil d'un endroit et d'un autre, d'une époque et de l'autre, et d'expliquer avec ces différences vraiment ce qui nous intéresse dans les œuvres d'art.
Une difficulté qui en partie est peut-être due au manque de sources, mais en partie aussi à cette approche méthodologique. Et je pense que de façon tout à fait involontaire, Baxendale nous livre des preuves de ces difficultés dans ses livres mêmes, et je vous en donne un exemple qui me semble très intéressant dans le livre sur la sculpture allemande. Le chapitre dont je parle donc sur le Period Eye, où il explique le rapport entre la fioriture de la calligraphie et le chant, d'une part, et la surabondance de plis dans la sculpture, de l'autre. Il explique que la fioriture a souvent une valeur purement ornementale. Donc la fioriture dans la calligraphie est purement ornementale. La fioriture ne se fait pas aux endroits où des termes clés se trouvent dans le texte. Elle se fait plutôt dans des endroits qui, pour la mise en page du texte, ont une importance. Donc la fioriture, en général, ne transmet pas de sens. Cependant, Baxendale essaye de montrer que le pli peut véhiculer des caractères particuliers, et il compare pour cela deux vierges du même sculpteur Veit Stoss. Donc, ce sculpteur a fait d'une part la Vierge sur la gauche, qui est une petite statuette de 20 cm d'hauteur, et d'autre part la Vierge sur la droite, qui a 1,75 m de hauteur et qui se trouve au pied d'un groupe de crucifixion. Alors, si vous comparez ces deux sculptures, vous voyez que les deux ont un pli surabondant, mais que ces plis ont des directions très différentes. Alors, dans cette petite statuette de la Madone avec l'enfant, les plis semblent monter du bas vers le haut, alors que dans la Vierge au pied de la croix, les plis tombent. On voit cette différence ? Oui ? Alors, pour Baxendale, il y a un rapport étroit entre ces plis et l'expression de ces deux figures. D'une part, une Vierge en deuil, souffrante, et d'autre part, une Vierge pleine de joie. C'est quelque chose qui, je pense, nous semble tout à fait évident. Et c'est une remarque qui, je trouve, est intéressante, parce que ça montre que le pli n'est pas purement ornemental, mais a son sens. Le problème, par contre, c'est qu'on s'attendrait de Baxendale qui nous explique que le period eye, donc l'œil de l'époque, connaissait effectivement ces différences, et c'est là que Baxendale n'a pas de source, il ne le dit pas de façon explicite, mais il ne donne aucune raison d'admettre que des fioritures ou des plis aient vraiment, pour le spectateur de l'époque, une expression, donc un caractère, et non pas seulement une valeur ornementale. Et c'est un grand problème, puisqu'on pourrait se dire que cette différence n'est perçue que par des spectateurs contemporains habitués à un art abstrait, où effectivement les formes expriment des contenus, chose qui n'est pas évidente du tout pour le XVe siècle. S'il n'y a pas eu de suite directe aux recherches sur le period eye par Baxendale, il faut mentionner ici l'apport méthodologique intéressant d'un historien de l'art américain, Jonathan Crary. Il s'agit de deux livres publiés en 1990 et 1999. Le premier a été traduit en français en 1994. Le titre français est L'art de l'observateur, vision et modernité au XIXe siècle. Le titre anglais est Techniques of the Observer on Vision and Modernity in the 19th Century. Alors, Jonathan Crary montre que l'on constate vers 1800 un passage d'une optique géométrique typique pour le XVIIe et XVIIIe siècle à une optique physiologique. Que la subjectivité de l'œil devient donc le nouveau paradigme de l'optique
au début du XIXe siècle. Alors, que veut-il dire par là? Au XVIIIe et au XVIIIe siècle, il y a selon lui dans l'optique un modèle qui se rapproche à la camera obscura. Donc l'œil est compris en tant que fonctionnant de la même façon qu'une camera obscura, une chambre obscure, donc un appareil photo si vous voulez. C'est par exemple l'idée de Descartes et de nombreux autres. Alors qu'au XIXe siècle, on commence à comprendre que l'œil a une physiologie qui est beaucoup plus compliquée qu'un appareil photo, qui a des erreurs qu'un appareil photo n'aurait pas. On développe des appareils qui exploitent cette subjectivité de l'œil, en particulier la persistance rétinéenne. Donc, vous connaissez ces petits jouets, un homme sans cheveux et des cheveux sans homme, montés sur une ficelle. Si vous faites tourner cette image, vous allez voir l'homme avec ses cheveux, l'oiseau dans la cage et cette personne sur le cheval, où c'est un tomatrope, alors que le phénakistoscope est cet appareil qui fonctionne avec un miroir, et en regardant dans les trous de l'appareil, vous allez voir le cheval qui est au galop. Ceci marche parce que, même quand l'image n'est plus là, l'œil a un souvenir de cette image, et ce sont des appareils qui ont une importance fondamentale pour préparer le cinématoscope. Nous n'aurions pas de cinéma, pas d'invention du cinéma, sans le développement de tels appareils au début du XIXe siècle. Crary insiste sur le fait que le statut de l'observateur, le concept de la perception et donc le mode de voir même change vers 1800, et il voit dans ce changement l'origine d'une vision abstraite moderne qui s'éloigne de la représentation optique géométrique, et son témoin principal pour un tel changement est l'œuvre tardive de Turner. C'est une position, celle de Crary, explicitement marxiste. Le changement de la base matérielle, et dans ce cas surtout technique, est, selon Crary, à l'origine du changement de la perception des arts. Crary fait de longues références à Michel Foucault. Il aime beaucoup le concept d'époque ayant un certain ordre de discours. Crary parlerait plutôt de l'ordre de la perception. Et ces époques ont, selon lui, des recoupements très semblables aux ordres, aux époques d'ordres différents auxquels fait rapport Michel Foucault. Ce qui est par contre intéressant, c'est que Crary ne fait jamais référence à Baxendale, qui pourrait être intéressant, mais qui n'est pas dans son horizon intellectuel. Si tout de même on compare les deux, je pense qu'on peut dire que les propos de Crary sont nettement moins nuancés que ceux de Baxendale. Son but est vraiment la construction d'une histoire de la perception en grande époque, très bien limitées les unes par rapport aux autres. Alors, à la fin de cette introduction, quel est l'état de la recherche et quelles sont les lacunes? Baxendale et Crary ont de très bons arguments pour supposer que les modalités de perception et surtout la façon de voir des œuvres d'art a subi des changements importants au cours des siècles. Accepter cette présomption est quand même un très lourd bagage pour l'historien de l'art. C'est quelque chose que dont nous devons être conscients. Voulons-nous accepter le fait que les artistes et leurs commettants à la Renaissance voyaient les œuvres de façon différente à Florence et à Nuremberg? Ça veut dire que nous aussi les voyons de façon très différente. Alors,
quelle serait la tâche de l'historien de l'art moderne s'il part de l'idée qu'il ne voit pas l'œuvre de la même façon que l'œuvre a été vue à son époque. Avant de prendre en main ce bagage, je voudrais souligner que ni Baxendale ni Crary ont pu démontrer de façon vraiment irréfutable la réalité de tels changements perceptifs. Dans un cas comme dans l'autre, l'idée est fascinante, mais n'est pas vraiment prouvée. Comment prouver s'il y a eu ou non des changements dans la vision? Et le cas échéant, comment comprendre les modes de vision différents des nôtres? Voici une question clé à laquelle je me porte maintenant dans ce cours. Et je commence avec la première partie de ce cours. J'y fais un compte-rendu ponctuel de recherches antérieures que Roland Reicht a eu l'aimabilité de mentionner. Des recherches d'une part sur l'histoire de la perception des sculptures de Michel-Ange, dans les copies dessinées et les descriptions écrites, et des recherches d'autre part sur l'image non figurative avant 1900. Le but de cette première partie est de montrer, par l'exemple d'une œuvre, et ce seront surtout des sculptures de Michel-Ange, et de l'histoire de leur réception, de montrer qu'il y a eu véritablement, au cours des 5 siècles qui nous séparent de ces œuvres, du moins en Europe, des changements majeurs dans la perception de l'art. Mais de montrer d'autre part que ces changements ne sont pas des bouleversements complets qui nous permettraient plus de comprendre la façon dont l'œuvre a été vue par les contemporains de Michel-Ange, mais qu'il s'agit beaucoup plus de déplacements d'accent, donc de changements que l'on peut comprendre puisque certaines choses deviennent plus importantes, d'autres le deviennent moins. Donc l'œuvre qui va servir de base à mon exemple sont les tombeaux des Médicis dans la nouvelle sacristie de l'église de Saint-Laurent de Florence. C'est une chapelle dont l'architecture autant que la sculpture a été réalisée par Michel-Ange. Michel-Ange qui peut-être dès 1519, certainement à partir de 1520, était maître d'ouvrage, qui travaille avec une certaine interruption entre 1527 et 1530 à ce grand chantier, et qui quitte Florence de façon définitive en 1534, après la mort du pape Clément VII, qui est un des 2 commettants de cette chapelle. Et donc la chapelle reste non finie. L'architecture que vous voyez était réalisée, il n'y avait quand même pas encore de plâtre sur le mur, les sculptures étaient encore par terre, certaines étaient dans un atelier proche, il n'y avait pas de vitres dans les fenêtres. Et ce n'est qu'en 1560, par les soins de Vasari, que cette chapelle est portée à l'état actuel. Ce qui est intéressant, c'est que Vasari n'a pas mis main aux sculptures. Les sculptures n'étaient pas complètement terminées et elles sont restées comme elles l'étaient. Et on peut comprendre cela comme un respect très particulier que Vasari a pour celui qu'il considère être le maître absolu des arts. Les sculptures sont dans des états assez différents de finition. Les sculptures assises des ducs, là, le duc Julien de Médicis, sont complètement finies. Les sculptures des 4 temps des jours qui se trouvent sur leur sarcophage, la nuit et le jour dans cette photo, sont plus ou moins finies. La nuit est très finie et très polie pour le corps, mais à quelques endroits, la main gauche par exemple, qui n'est pas encore finie,
alors que le jour est une des sculptures les moins finies, surtout sa tête est encore complètement laissée dans la bosse. Or, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début du XIXe siècle, il y a de nombreux textes qui louent le non fini. Quelque chose qui, au XVIe siècle, était considéré comme un problème, mais un problème en partie mineur, puisque quand même ce sont des sculptures de Michel-Ange, devient au XIXe siècle un des atouts de ce sculpteur, un des atouts de ce monument. Et tout particulièrement, la tête non finie du jour est un des aspects les plus intéressants de l'ensemble de la chapelle. Alors, par exemple, je vous lis un texte d'un auteur français sur lequel je ne sais rien de plus qu'il n'était contribueur de la Gazette des Beaux-Arts, Jean Rousseau, en 1869, dans un article qu'il appelle une épigramme de Michel-Ange, la chapelle des Médicis, écrit, je cite, « Il est vrai que la tête du jour n'est qu'ébauchée. Les narines manquent au nez, simplement indiquées, point de bouche, point de menton, 2 trous à la place des yeux. Mais c'est une tradition admise qu'il a laissé ainsi ce visage de fantôme parce qu'il lui trouvait l'expression mystérieuse et terrible qui est cherchée et qu'il craignait d'affaiblir en essayant de la préciser. Pour Michel-Ange, comme pour tous les vrais artistes, l'art consistait moins à rendre des aspects que des impressions. » Alors, comme je vous le disais, il y a un certain nombre de descriptions de la chapelle dès le XVIe siècle. Aucune de ces descriptions ne reprendrait un propos semblable. Et on retrouve dans des médias très différents le même point de vue. Il y a un assez grand nombre de dessins, des sculptures au XVIe et au XVIIe siècle. Aucun de ces dessins ne souligne les parties non finies des sculptures. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les omet ou bien on essaye de développer quelque chose, de les finir en dessinant. Vous voyez par exemple un dessin de Battista Franco qui se laisse dater exactement en 1536 et alors que les parties finies sont bien dessinées, les parties non finies des draps sont terminées plus ou moins là où il pouvait imaginer comment faire et la tête où il ne savait pas exactement comment la finir est laissée un tout petit peu ouverte mais bien plus finie qu'elle ne l'est dans la roche. Alors de façon opposée, Jean-Baptiste Carpeaux, le sculpteur du XIXe siècle, qui très probablement est à Florence en 1862, dessine la tête même qu'il oppose à celle, du soir, qui est la sculpture qui se trouve en face. Et vous voyez que dans ce dessin de Carpeaux, il augmente l'expression de la bosse en renforçant les contrastes entre lumière et ombre et en rendant les lignes beaucoup plus tranchantes et beaucoup plus anguleuses qu'elles ne sont dans la sculpture non finie de Michel-Ange. De même, dans l'estampe, vous voyez une estampe de 1570 où Cornelis Cort essaye de terminer, laisser ouvert d'une certaine façon cette tête, alors que François-Eugène Burnet, vers 1880, donne vraiment la tête comme elle est, non finie, et montre la fascination que l'on a au XIXe, que nous avons encore aujourd'hui, de cette tête. Alors c'est un exemple très typique de la différente façon de voir la même œuvre au XVIe et au XIXe, au XXe. Nous savons que le fait de souligner le non fini est un point de vue moderne. La question est de savoir, est-ce que les contemporains de Michel-Ange auraient compris ce point de vue ou est-ce qu'ils auraient pensé que ce que nous voyons, nous, est tout à fait faux? Et c'est une question importante puisqu'il s'agit de savoir est-ce que
quand nous voyons une œuvre avec nos yeux modernes, nous y voyons quelque chose qui a tellement peu à faire avec son origine qu'on n'a même pas à avoir des soucis sur ce qu'était l'œuvre à l'origine. Alors, il y a une anecdote très intéressante sur cela qui montre, à mon avis, que ce point de vue de la force de l'expression du nom fini est quand même quelque chose qui est très bien connu au XVIe siècle, même si ça n'a pas un rôle essentiel. Donc c'est quelque chose qui existe, mais qu'on ne souligne pas au XVIe siècle. Il s'agit d'une anecdote dans la deuxième édition de Vasari, donc de 1568. Anecdote dans la vie de Giuliano Bugiardini. C'est une vie d'un peintre peu connu et qui, pour Vasari, sert d'exemple pour une personne aimable, mais qui manque totalement de talent. Il y a des vies en général positives dans Vasari, mais il y a quelques vies qui ont un caractère plutôt négatif, ou du moins qui servent à caractériser certains types d'artistes qui en partie peuvent être négatifs. Alors, Bugiardini n'est pas en mesure lui-même de développer une idée pour un tableau. Alors, il a d'abord demandé à Michel-Ange de lui faire un dessin. Michel-Ange lui a fait le dessin, mais il n'est pas encore en mesure de faire les muscles, les ombres, les lumières des figures. Et il va demander à un sculpteur Tribolo de lui faire des figures en terre pour que Bugiardini puisse s'en servir d'exemple pour reporter ces figures en terre sur sa toile. Et Vasari écrit « Pour que ces figures soient plus brutes et aient plus de puissance, en italien « acciò fossero crudette e avessino più forza », Tribolo en gratte la surface avec une gradine. La gradine, c'est cet instrument de sculpteur avec des dents qui laisse des lignes entre les dents. Et Vasari explique aussi con la gradina che un ferro intaccato le gradinò. Mais alors, Giuliano est trop bête et ne comprend pas l'astuce. Et je cite Vasari dans une traduction un peu mauvaise que j'ai faite moi-même hier. Donc, il, Tribolo, les a formées à la gradine, un outil entaillé de sorte qu'elle soit plus brute et ait plus de puissance. Cette pratique ne convenait point à Bugiardino et à son amour de la finesse. Il prit donc un pinceau et de l'eau et le passa sur les statuettes jusqu'à ce que ces lignes disparaissent et qu'elles soient bien polies. Là où les lumières soulignaient les formes et les ombres, les approfondissaient, le bon travail fut perdu. Tribolo, le sculpteur qui avait fait ces figures, à qui Giuliano raconte son travail, se mit à rire de la simplicité de cet homme. Donc vous voyez, c'est une anecdote que l'on trouve quelque part chez Vasari, mais qui tout à coup devient importante parce qu'elle nous prouve que ce que Burnet souligne, c'est exactement ce que Tribolo avait mis dans ses statuettes en terre, qu'il n'aurait pas mis dans des statuettes en marbre, mais qui l'avait mis dans les statuettes en terre. Et donc cette vision moderne est quelque chose que nous soulignons, mais qui n'était pas complètement inconnu au XVIe siècle. Et je trouve que c'est très important, très rassurant pour moi en tant qu'historien de l'art, parce que je sais que j'ai le droit de le voir, mais je dois être conscient du fait que c'est un point de vue qui a plus d'importance au XVIe siècle qu'il ne l'avait au XVIe. Et c'est là que je parle donc de déplacement d'accent. Donc il y a des choses qui existent à la Renaissance, que nous voyons plus. Il y a par contre des choses que nous voyons moins. Et je pense même que cette comparaison d'estampes le montre. Pour le XVIe siècle, l'anatomie des figures, le rapport des muscles, la fonction des muscles avait une grande importance qu'elle n'a plus au XIXe et qu'elle n'a encore moins au XXe. Et vous voyez Burnet, qui est un graphiste d'exception, qui fait avec un burin extrêmement fin ces estampes.
ce n'est pas une eau-forte, même qu'elle le ressemble, c'est un burin, qui ne peut faire ce genre de travail que parce qu'il se base sur une photographie, que Burney rend bien évidemment les muscles de cette figure, mais il les rend de façon quasiment impressionniste en les mettant les uns aux côtés des autres et sans essayer de constituer le corps avec la plasticité due à l'anatomie. Je vous remontre la figure dans l'ensemble pour vous montrer que le point de vue de Burney est beaucoup plus une interprétation, même si basée sur une photo, que l'on ne pourrait penser au début. Et je vais terminer ici mon propos et j'attaquerai avec cette Vierge de Raphaël et le problème de la composition dans la prochaine conférence. Merci.